Muito boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez para a segunda Bon parte. après-midi à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour la deuxième partie de cette rencontre. Nous aurons le professeur Rien Sourdé et la deuxième partie de cette conférence avec la problématique de l'ouverture au public à l'époque moderne sous la coordination de Madame Perutti de l'École de communication et des arts. Je l'invite à venir intégrer notre table. Et pour coordonner nos travaux, j'invite la professeure Yvette Perutti à nous joindre aussi. Je lui passe la parole. Très bien. Bon après-midi à toutes et à tous. J'aimerais saluer d'abord Monsieur le professeur, le féliciter également pour le travail accompli, le remercier pour sa présence, ainsi que pour la qualité des ouvrages que vous nous avez présentés, et puis les bénéfices que ces présentations apporteront à la formation de nos élèves, qu'il s'agisse de au nom du département de l'information et de la culture, responsable de la formation en biblioéconomie de notre école, nous saluons vivement votre participation et votre présence. Merci au coordinateur pour l'invitation et aussi pour votre connaissance à l'égard de ma participation parmi vous. Merci beaucoup. Je vous passe la parole et à présent, nous allons donc vous entendre avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots d'accueil généreux. Hein. Voilà, moi je vous redis, hein, comme je vois qu'une partie de l'assistance était déjà là ce matin, tout le plaisir qui est le mien, et notamment le plaisir qui est de poursuivre cette thématique de l'histoire du livre, en nous positionnant cet après-midi non plus sur le terrain de l'histoire de l'édition et sur l'histoire de la production typographique qui nous a occupé ce matin, mais de nous pencher plus précisément sur les problématiques d'histoire des bibliothèques. Voilà. Alors, et tout particulièrement, le sujet que je voudrais évoquer avec vous, c'est celui des bibliothèques publiques et de l'ouverture des bibliothèques au public à l'époque moderne en Europe, c'est-à-dire à un temps qui correspond en gros qui commence à la fin du Moyen Âge, à la Renaissance, et qui va nous porter jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la veille de l'époque plus contemporaine et de l'époque industrielle. En Europe, le développement et l'institutionnalisation massive des bibliothèques publiques commencent véritablement au XIXe siècle. Et c'est une dynamique qui doit beaucoup à la Révolution française ayant mis en œuvre une dynamique de confiscation par l'État du patrimoine bibliographique associée à un programme de création d'un paysage relativement fin et relativement bien structuré d'établissements publics d'un genre nouveau que sont les bibliothèques, qui sont destinées à mettre à disposition des citoyens l'ensemble de ce patrimoine et à développer un certain nombre de structures qui vont permettre la vie de ce patrimoine bibliographique et leur enrichissement, leur accroissement. Donc cette grande dynamique d'institutionnalisation des bibliothèques et de la lecture publique en France et en Europe à partir du XIXe siècle ne doit pas nous faire oublier que la problématique de l'ouverture au public et de la publicité des bibliothèques est en fait une problématique qui est beaucoup plus ancienne. Elle est, pourrait-on dire, inhérente à l'histoire des bibliothèques depuis l'Antiquité. Et cette problématique a été particulièrement importante dans l'Antiquité romaine, et en particulier voilà, poursuivie avec toujours ce modèle de l'Antiquité romaine au cours de l'Antiquité tardive et au cours du Moyen Âge, et elle refait surface avec une certaine vigueur
au moment de la Renaissance, où la plupart des penseurs et des porteurs de projets bibliothécaires ont à l'esprit l'efficacité, le succès et le caractère, si je puis dire, paradigmatique des bibliothèques telles qu'elles avaient été développées à Rome et dans l'ensemble de l'Empire romain. Je dois préciser que je m'intéresse ici moins à la vaste question de l'ouverture au public des bibliothèques privées. C'est un fait qu'un certain nombre de bibliothèques privées, développées par des princes bibliophiles, développées par des couvents, par des monastères, développées par des corps académiques, développés éventuellement par des corps professionnels, comme des corps d'avocats dans certaines villes, eh bien ces bibliothèques de nature et de statut privé s'ouvrent, pour certaines, ponctuellement au public, au XVIe, au XVIIe, puis au XVIIIe siècle. C'est pas tant ces établissements-là, qui restent privés et qui s'ouvrent au public, qui m'intéressent, que plutôt les véritables bibliothèques publiques, c'est-à-dire des établissements qui articulent une publicité d'usage, une publicité de mission et surtout une publicité de statut, c'est-à-dire des bibliothèques pour lesquelles on définit un statut qui spécifie, qui garantit et qui pérennise leur dimension publique en les distinguant de manière extrêmement claire des bibliothèques qui restent des bibliothèques de propriété privée et de statut privé, mais qui ponctuellement peuvent s'ouvrir au public. Voilà, vous comprenez bien cette différence qui est assez sensible, parce que le nombre de bibliothèques privées qui s'ouvrent au public en Europe, en Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne, à partir de la Renaissance et jusqu'au XVIIIe siècle est assez important, mais le nombre de bibliothèques qui mettent en œuvre une publicité institutionnelle et qui sont fondées sur un projet de publicité comme des établissements publics autonomes est relativement plus réduit. Alors je vais procéder en 3 temps. Nous allons d'abord nous interroger sur les faits. Quelles sont ces bibliothèques publiques, quelle est leur chronologie. Nous allons nous interroger aussi sur les discours, quels sont les discours qui accompagnent quelle est la rhétorique, si vous voulez, qui accompagne ces projets bibliothécaires, et nous nous intéresserons aussi aux formes compris ces établissements, aux formes d'abord juridiques, mais également aux formes bâtimentaires, aux formes architecturales. Alors les faits, bien sûr, quelle est donc la chronologie de fondation des bibliothèques publiques en Europe, les discours, ce deuxième temps, et bon, vous le devinez, s'il y a des historiens des bibliothèques ou des étudiants en bibliothéconomie parmi vous, il y a en Europe, de la Renaissance aux Lumières, un discours sur la bibliothèque publique, qui peut être soit un discours très structuré, programmatique, comme chez les théoriciens de la bibliothéconomie, et vous savez à qui je pense, à Gabriel Naudet, que nous avons déjà cité ce matin, qui était certes un immense savant, qui fut le bibliothécaire personnel du cardinal Mazarin, mais qui fut aussi, pour l'ensemble des bibliothécaires à travers le monde, le fondateur de cette discipline nouvelle, qu'on n'appelait pas encore la bibliothéconomie, mais qui est devenue aujourd'hui la bibliothéconomie. Et ce traité fondateur, vous en voyez la page de titre à côté du portrait de Gabriel Naudet. Il a été publié une première fois en 1627. Donc avant même que Naudet rencontre Mazarin, il a développé cette vision de la bibliothèque publique comme une nécessité de civilisation. Et en développant cette vision, il a voulu donner aux bibliothécaires et aux instances de gouvernance de ces projets bibliothécaires un certain nombre d'outils méthodiques. Comment la construire, cette bibliothèque, comment en classer le contenu, comment assurer son ouverture, comment assurer sa préservation. Voilà, donc c'est un dispositif extrêmement sophistiqué et complexe, et qui aborde très précisément la matérialité de la gestion des collections documentaires et des collections de livres, qui est au cœur dans ce discours. Donc, ce discours qui accompagne la fondation des bibliothèques publiques, c'est soit un discours structuré et méthodique, comme le discours de Gabriel Naudet, mais ça peut être aussi un discours plus diffus,
un discours en filigrane, beaucoup plus dispersé, qui prend la forme d'expressions ponctuelles portées par tels ou tels penseurs, tels ou tels écrivains, tel ou tel savant. Donc un discours de promotion de la bibliothèque en tant qu'institution publique. Et on retrouve ce motif-là, l'attachement à cette idée du projet de bibliothèque publique dans une bonne partie des correspondances de la République des lettres. On la retrouve aussi dans plusieurs paratextes. Je pense notamment à la préface de plusieurs éditions savantes dans différents domaines disciplinaires, dans lesquels on peut retrouver ces positions de principe. Et voilà, et tout cet ensemble textuel relativement diffus, relativement dispersé, infiniment moins structuré que le traité de bibliothéconomie de Gabriel Naudet, eh bien, constitue un corpus relativement important qui va trouver une expression culminante, il me semble, au milieu du XVIIIe siècle, à la faveur de la publication de l'encyclopédie Diderot d'Alembert. Donc on reviendra sur le sujet. Donc les faits, les discours, et je vous ai promis aussi que nous nous intéresserions également aux formes. Quelles sont les formes de cette publicité dans l'Europe d'Ancien Régime, c'est-à-dire avant l'invention et le développement des États républicains. Par forme, j'entends les modes d'incarnation, aussi bien juridiques qu'organisationnels ou architecturaux de la bibliothèque. En gros, quelle place l'Europe de l'époque moderne a-t-elle voulu donner à ces bibliothèques publiques dans le droit, dans la topographie des cités. Je m'attarderai plus précisément sur le cas de la fondation de la bibliothèque Mazarine à Paris, au milieu du XVIIe siècle, précisément entre 1643, qui est le moment où cette grande bibliothèque privée, qui est celle du cardinal ministre Mazarin, commence à s'ouvrir ponctuellement au public, et 1661, le moment où elle se transforme véritablement, à tout point de vue, d'un point de vue bâtimentaire et d'un point de vue juridique, en bibliothèque publique. Pourquoi je m'intéresserai à la bibliothèque Mazarine ? Bon, sans doute aussi parce que c'est un établissement que je ne connais pas trop mal, mais il se trouve aussi que c'est la plus ancienne bibliothèque publique de France et qui est toujours en fonctionnement et qui occupe une position en Europe qui n'est pas exceptionnelle. Il y a d'autres établissements qui lui sont comparables, on va les évoquer, mais ils sont peu nombreux. Et puis, troisième raison qui explique cette focalisation tout à l'heure sur la bibliothèque Mazarine, des recherches récentes ont fait apparaître de nouveaux éléments qui permettent de préciser son histoire. Voilà, les faits, les discours, les formes, voilà ce que je vous propose pour organiser cette conférence avant qu'on ne se donne un temps de débat et d'échange. Alors les faits. Et je garde volontairement, pour aborder les faits, le portrait de Gabriel Naudet à l'écran, et puis la page de titre de son avis pour dresser une bibliothèque, parce qu'il existe une sorte de chronologie officielle de fondation des bibliothèques publiques en Europe. Elle a été établie par Gabriel Naudet en 1627, donc dans cet avis pour dresser une bibliothèque. Le texte est un peu long, mais en tout cas, il y a une partie de cet avis pour dresser une bibliothèque qui donne un aperçu historique de l'histoire des bibliothèques. C'est ce passage-là que je vous montre à l'écran. On ne va pas le traduire dans son ensemble, mais Gabriel Naudet cite un certain nombre de grandes bibliothèques, notamment de l'Antiquité romaine, et il attire tout particulièrement l'attention sur ces grandes bibliothèques possédées par des privés, par des particuliers qui ont eu à cœur et qui avaient comme projet politique d'en assurer l'ouverture et l'accessibilité au public. Et il évoque, quand il passe à l'âge moderne, il évoque 3 autres établissements qui lui sont contemporains. Et la citation, je l'ai mise en gras dans le texte que vous avez à l'écran. Il évoque les toutes récentes bibliothèques du Chevalier Bodley à Oxford. Donc vous devinez qu'il s'agit de la Bodleian Library, récemment fondée au tout début du XVIIe siècle sur la base d'une intention et d'une collection
qui était celle du chevalier Audley, donc nous sommes en Angleterre. Il évoque également le projet du cardinal Borromée à Milan, donc là aussi c'est un particulier, un grand ecclésiastique, hein, mais qui a le projet de développer une bibliothèque qui va trouver réalisation, une bibliothèque publique, pardon, qui va trouver réalisation à Milan, c'est la Biblioteca Ambrosiana, dont vous avez sans doute entendu parler aussi. Et puis il y a un troisième exemple hein, qui relève aussi de cette chronologie très resserrée, fin 16e, début 17e siècle, et le troisième exemple, c'est celui de la maison des Augustins à Rome, c'est la Biblioteca Angelica. Donc là aussi, une collection, une bibliothèque publique qui a pour origine une collection privée, qui va s'ouvrir au public et qui va se transformer en institution statutairement publique à la faveur d'une transformation très précisément préparée. Donc voilà, cette chronologie, hein, de fait, évoquée par Gabriel Naudet, la Bodleiane, l'Ambrosiana, l'Angelica. Voilà, je vous invite du reste à parcourir ce texte de La vie pour dresser une bibliothèque, qui est absolument fascinant pour tous les bibliothécaires et qui comprend une petite partie historique. Alors, une petite partie historique, mais dans un discours historique tel qu'on le pratiquait au XVIIe siècle. Hein. Il y a beaucoup de données, les sources ne sont pas forcément citées, et puis il y a très peu de dates. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, les dates ne sont pas apparentes, mais on a cette séquence chronologique qui se fait apparaître la Bodleiane en premier lieu. Alors, que doit-on retenir de ce texte de Gabriel Naudet et de l'avis pour dresser une bibliothèque en général? Je crois qu'il faut retenir, en référence à notre sujet de cet après-midi, 4 éléments. Le premier, c'est que pour Naudet, la fondation ou l'ouverture au public d'une bibliothèque, enfin la fondation d'une bibliothèque, pardon, et l'ouverture au public d'une bibliothèque sont un impératif politique. Hein. Voilà, c'est pas simplement une intention de bienveillance culturelle. C'est un acte qui implique un pouvoir qui est de nature politique, et je dirais même précisément, aux yeux de Naudet, c'est quasiment un devoir, une obligation pour les puissants, hein, c'est-à-dire pour les représentants individuels du pouvoir public. D'ailleurs, dans un autre passage, dans le premier chapitre de son avis pour dresser une bibliothèque, Naudet a écrit une phrase que je vous propose de retenir ou de placer au fronton de vos bibliothèques, hein, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, une phrase qui est extrêmement importante, et puis qui motive à la fois pour lui la rédaction de l'avis pour dresser une bibliothèque et le projet qui est le sien. Il écrit « Il n'y a aucun moyen plus honnête et assuré pour acquérir une grande renommée parmi les peuples que de dresser de belles et magnifiques bibliothèques pour ensuite et après les vouer et les consacrer à l'usage du public. » En fait, il s'adresse aux acteurs du pouvoir, il s'adresse aux titulaires de la puissance publique, il s'adresse aux princes, il s'adresse au cardinal ministre, il s'adresse à un certain nombre de personnages qui tiennent les rênes de l'État, en convoquant bien sûr cet argument qui est celui de la renommée. Hein, et la renommée, c'est pas forcément la bonne visibilité sur les réseaux sociaux. Hein. La renommée, ça renvoie à la fama, hein, qui est une vertu politique issue de l'Antiquité. C'est la visibilité internationale, c'est la qualité et la droiture de l'action politique. Donc, voilà, la bibliothèque comme étant un moyen, et le moyen par excellence, d'assurer cette fama, d'assurer cette renommée, étant donné le bénéfice susceptible d'en être retiré parmi les peuples. Deuxième caractéristique de cette vision de la bibliothèque publique préconisée par Gabriel Naudet, eh bien, c'est une vision il a une conception universelle du public et sans ambiguïté. J'insiste là-dessus parce que la notion de public au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle, hein, elle est relativement ambiguë. Est-ce que le public, c'est les gens de lettres? Est-ce que ce sont les savants? Est-ce que c'est l'entourage des grands de ce monde? Est-ce que c'est la cour des princes?
oui, est-ce que c'est un public qui est segmenté sur le plan social? Est-ce que nous sommes toujours en train de manipuler une notion de public qui est relativement élitiste, même si elle s'exerce dans un cadre républicain, entre guillemets, elle correspond à une stratégie d'élection républicaine qui est tout à fait sélective, comme c'était le cas de la République romaine. En fait, aux yeux de Gabriel Naudet, non, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand il parle de public, c'est l'intégralité j'allais dire citoyens, mais non, des sujets de l'État dans lequel il opère, en l'occurrence de la monarchie française. Puisque Naudet dit notamment que les 3 bibliothèques que nous avons citées tout à l'heure, la Bodleienne, l'Ambrosiana et l'Angelica, elles sont communes, ouvertes à un chacun et de facile entrée. Il précise un petit peu plus loin que l'édification d'une bibliothèque doit avoir pour principale finalité donc cette consécration à l'usage du public et, je le cite, il ne faudra en dénier jamais la communication au moindre des hommes qui en pourra avoir besoin. Donc au moindre des hommes, alors là je fais confiance au traducteur, c'est à entendre dans un double sens, c'est-à-dire au moindre des hommes, c'est-à-dire à n'importe quel homme, mais surtout au moindre, c'est-à-dire aux plus petits, aux plus modestes d'entre eux. Donc vraiment, l'adjectif moindre est vraiment à entendre dans toutes ses connotations, y compris les hommes les plus modestes sur le plan social. Ils doivent pouvoir accéder à ces bibliothèques. Alors la formule, elle est sans ambiguïté. Elle est sans ambiguïté dans le texte de Naudet, parce que quand Naudet veut parler des gens de lettres, de ce public beaucoup plus resserré, il en parle ailleurs, et avec une relative précision. Il parle des hommes curieux, des hommes doctes, des hommes de lettres, des honnêtes hommes doctes et bien entendus, des galants hommes, toute formule qui désigne cette approche relativement sélective des usagers des bibliothèques. Mais en tout cas, quand il évoque la vocation et l'objectif de création des bibliothèques publiques, ça n'est pas à cette caste savante et d'honnête homme qu'il songe, mais c'est bien à la totalité de la collectivité qu'il songe, tous les hommes, y compris les moindres. Alors, ce public cible doit donc être compris dans son universalité, dans sa grande diversité. D'ailleurs, quand on recherche, au-delà de Gabriel Naudet, quand on recherche des images des bibliothèques européennes, des images contemporaines, des bibliothèques européennes du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle, on voit que très souvent, les graveurs, ou bien les commanditaires des graveurs, quels qu'ils soient, soit l'administration des bibliothèques, soit les éditeurs qui faisaient travailler des graveurs, eh bien, tous se sont efforcés de donner à voir cette diversité de manière à la fois symbolique et politique, et de la donner à voir même lorsque les bibliothèques qui étaient censées être représentées, eh bien, ne relevaient pas de cette catégorie souhaitée par Gabriel Naudet d'une bibliothèque universellement publique. Voilà, c'est assez caractéristique. On peut en donner quelques exemples. Ainsi, vous avez à l'écran une gravure qui date de 1715 et qui illustre le catalogue d'une grande bibliothèque, la Bibliotheca Qualignana, sur laquelle je vais revenir. Donc, que nous montre cette image? Bien, on voit qu'elle s'efforce de nous montrer la diversité des usagers de la bibliothèque. Elle montre, si vous regardez bien, aussi bien des ecclésiastiques que des laïcs. Il y a des adultes et des enfants, comme si cette bibliothèque pouvait avoir vocation à servir les besoins des enseignants, mais aussi des besoins pédagogiques. Il y a des usagers qui travaillent, assis, qui ont l'air relativement concentrés et qui consultent. Il y a des usagers qui cherchent un livre, mais avec un certain soin, une certaine précision. Certains sont même juchés sur des échelles pour chercher le titre qu'ils ambitionnent. Et puis, il y en a d'autres qui déambulent, et il y en a d'autres encore qui visitent et qui discutent. Alors, on devine volontiers que les responsables de cette image, enfin, qu'il y a une intention iconographique qui est vraiment ouverte sur la diversité.
quel est pourtant le contexte de cette image? Eh bien, elle illustre un monument d'érudition. Hein. C'est le catalogue des manuscrits grecs de la bibliothèque Qualignana, en fait, qui est la bibliothèque héritière d'une grande collection érudite et savante, qui était celle du chancelier Pierre Séguier, hein, donc un fameux ministre de la Justice au XVIIe siècle. Il a été chancelier de Louis XIII, puis de Louis XIV. Et puis ensuite, cette grande bibliothèque est passée entre les mains de ses héritiers, qui sont les ducs de Qualin, ce qui explique le terme de bibliotheca qualignana. Et c'est une bibliothèque donc savante, tournée sur la littérature grecque, sur les manuscrits grecs. Hein. On n'est pas vraiment devant une médiathèque de lecture publique. Hein. Pardonnez-moi cette comparaison. Et puis c'est surtout une bibliothèque qui s'était volontairement refermée sur elle-même. Hein. C'est une bibliothèque qui était très peu accessible de la part des savants, jusqu'à ce que l'arrière-petit-fils du chancelier Séguier, duc de Qualin lui-même, qui était en même temps évêque de Metz, de la ville de Metz, dans l'est de la France, et bien jusqu'à ce qu'il décide de confier à un savant, Bernard de Montfaucon, le soin de rédiger et de publier le catalogue des manuscrits grecs de cette bibliothèque. Et la Bibliotheca Qualignana, qui est illustrée par cette image, c'est le catalogue de ces manuscrits grecs. Voilà, manuscrits grecs conservés par une bibliothèque qui s'est fermée au public aux chercheurs, pendant plusieurs générations. Donc vous voyez qu'il y a un décalage flagrant entre la réalité de la collection et de son accessibilité. C'est une collection privée qui s'ouvre très peu au public, dont on connaît mal le contenu, un décalage entre cette réalité et puis l'image que veut donner, que souhaite donner, que tient à donner ce grand bandeau gravé qui figure pourtant en tête de l'ouvrage. Bon, vous pourriez aussi faire la remarque que il y a des clercs, il y a des laïcs, il y a des enfants, il y a des enseignants, il y a beaucoup d'hommes, mais il n'y a pas de femmes. Hein. Bon, rassurez-vous, ici, nous voyons une femme. Ici, nous sommes dans un autre endroit, c'est la bibliothèque bodléienne d'Oxford. Là, on voit qu'il y a eu le souci. Alors là, c'est un établissement différent, hein, qui lui est un établissement statutairement public, on va y revenir. Mais là, voilà, on voit très bien que l'intention du graveur a été de figurer. On a des hommes de loi, on a un gentilhomme à gauche, et puis on a un couple avec un homme et une femme qui se promènent, des visiteurs, des curieux, des chercheurs, des travailleurs. Donc un effort de représentation de cette bibliothèque en usage et orienté vers une diversité d'usagers. Un autre exemple que je souhaiterais donner, c'est une gravure que j'aime beaucoup, et elle illustre la Bibliotheca Laurentiana, la bibliothèque laurentienne. Donc nous sommes à Florence au XVIIIe siècle. C'est une bibliothèque qui est bien connue, qui est ouverte depuis le dernier tiers du XVIe siècle, 1571, si je me souviens bien, et qui rassemble les manuscrits et les collections de livres rares et précieux des maîtres de la République de Florence, d'abord Côme et Laurent de Médicis, Laurent le Magnifique, et une bibliothèque qui reste un lieu de visite, hein, et un lieu d'attraction sur le plan patrimonial extrêmement fort pour tous les voyageurs qui font le voyage d'Italie. Alors, la diversité ici, elle est moindre, mais elle est quand même réelle. Hein. Nous voyons aussi bien des ecclésiastiques, hein, voilà, des chanoines, des bénédictins peut-être, mais aussi des laïcs, et un gentilhomme dont on voit l'épée, hein, qui dépasse le long de son habit, qui est en train vraisemblablement de consulter le catalogue. Voilà. Des efforts de manifestation graphique, iconographique, d'une diversité de public et d'une accessibilité sans doute rêvée, hein, en tout cas beaucoup plus large que ce que ne devait documenter la réalité des bibliothèques elles-mêmes. Alors, on ne doit pas oublier, malgré les images que vous venez de voir, que sur le plan des représentations, nous trouvons aussi assez souvent, hein, des bibliothèques dont les usagers sont homogènes. Hein.
entre guillemets, soit des bibliothèques dont les usagers sur le plan typologique sont uniques. Là, c'est la bibliothèque de l'université de Leyde, hein, et vous le voyez au costume, elle est destinée en gros au personnel, aux enseignants-chercheurs de pour utiliser un terme contemporain de l'université de Leyde. Donc des représentations de bibliothèques réservées à des usagers d'un type professionnel et social unique, des bibliothèques réservées aussi à des usagers qui sont eux-mêmes uniques. Hein. Ça, c'est la bibliothèque des ducs de Wolfenbüttel. Quels sont les usagers que nous voyons figurer dans cette bibliothèque? C'est le duc de Wolfenbüttel lui-même, hein. Pas de visiteurs, pas de public amené à utiliser les collections et à solliciter les ressources de cet établissement. Un autre type de représentation que nous voyons souvent dans les bibliothèques, c'est des usagers allégoriques. Hein, ici, on a une représentation des arts et des disciplines. Hein, on n'a pas le temps de les détailler, mais voilà, qui semblent être les usagers naturels de cet établissement. C'est la bibliothèque du Collège des Quatre Nations à Paris, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi quelques bibliothèques représentées sans aucun usager. Voilà. Le troisième point que nous devons retenir de la citation de Gabriel Naudet, c'est qu'en matière de bibliothèque, il y a deux périmètres bien distincts. Naudet pourrait, lorsqu'il entreprend de classer par typologie les bibliothèques, il pourrait choisir divers principes. En tout cas, le principe déterminant dans sa présentation consiste à définir deux périmètres. Il y a d'un côté le périmètre des belles et grandes et curieuses bibliothèques, qui sont très nombreuses, hein, et dans son histoire des bibliothèques, il va les passer en revue, ces grandes et belles et très riches et bibliothèques. Pourquoi? Parce qu'elles ont transmis, d'abord elles correspondaient à des intentions de personnages célèbres, et puis elles ont transmis des trésors, hein, de manuscrits et de livres rares extrêmement importants. Et c'est un corpus d'établissements dans la citation qu'il donne qui est extrêmement étendu. Et puis de l'autre côté, il y a un corpus beaucoup plus resserré, c'est celui des bibliothèques effectivement vouées au public, hein, et tout principalement vouées au public en vertu de ce principe d'ouverture universelle qu'il a évoqué précédemment. Et là, pour le coup, c'est un principe éminemment sélectif dans sa présentation, puisque sur cette base-là, il n'en retient que trois. C'est ces bibliothèques, hein, que nous citions tout à l'heure, la Bodléienne, l'Ambrosienne et l'Angelica. Hein. Donc retenez bien cette discrimination qui est fondamentale dans son approche. Et puis quatrième enseignement, et là on va s'y arrêter un petit peu plus précisément parce que nous sommes historiens. Il y a une espèce de généalogie chronologique des bibliothèques, puisque dans l'ordre, il a cité la bibliothèque de Baudelaire à Oxford, la bibliothèque de Borromée, Ambrosiana à Milan, et la bibliothèque des Augustins à Rome. Alors, arrêtons-nous un petit peu sur cette chronologie. Elles existent, ces bibliothèques, encore, vous le savez, hein, la Bodléienne d'Oxford, fondée en 1602, l'Ambrosienne de Milan, que vous avez à l'écran, fondée en 1607, et la Bibliotheca Angelica à Rome. En fait, pourquoi Angelica? Parce que c'est initialement la bibliothèque personnelle d'Angelo Rocca, qu'il a donnée au couvent des Augustins de Rome en 1614, mais en la donnant au couvent des Augustins de Rome, il fixe une condition absolument indispensable, c'est la mise en place d'un statut de bibliothèque publique. Donc ça n'est pas une bibliothèque conventuelle monastique gérée par les Augustins de Rome et qui serait ponctuellement ouverte au public. Non, elle a un statut de publicité qui du reste est placé sous la protection pontificale, hein, comme on va le voir tout à l'heure. Voilà. Donc la bibliothèque d'Angelo Rocca, donnée au couvent des Augustins à Rome en 1614. Donc, voilà, Baudelaire, l'Ambrosienne, l'Angelica à Rome. Et cette séquence fixe en quelque sorte une espèce de doxa historiographique
qui est bien connu et qui devient, dès la publication de l'avis pour dresser une bibliothèque de 1627, une espèce de lieu commun du discours bibliothécaire. Dans tous les traités de bibliothéconomie, dans tous les discours des historiens des bibliothèques qui vont suivre Gabriel Naudet, on va retrouver ces trois séquences et cette chronologie. Une chronologie qui n'a pas été remise en question, à ceci près que jamais personne ne s'était intéressé précisément donc à un certain nombre d'éléments de datation, jusqu'à ce que ne s'empare du sujet un très grand historien italien des bibliothèques, qui s'appelle Alfredo Serai, et qui a décidé finalement de rassembler toutes les sources liées à la création de ces trois établissements. Et Alfredo Serai a publié les résultats de son enquête en 2004, et ils sont assez intéressants parce qu'il s'est basé sur l'expression des intentions des fondateurs. Donc, quand est-ce que Baudelaire a formulé précisément ses intentions au plus tôt? Quand est-ce que le cardinal Borromée a formulé ses intentions au plus tôt? Quand est-ce que Angelo Rocca, pour le projet de la Bibliotheca Angelica à Rome, a formé ses intentions au plus tôt? Et voilà, c'est intéressant parce que si on retient non pas la date d'ouverture au public, qui étaient les dates retenues par Gabriel Naudet, mais si nous retenons plutôt la date des premières expressions des intentions des fondateurs, on a une séquence chronologique qui est un petit peu différente. Et donc nous aurions donc en premier, non pas la bibliothèque bodléienne d'Oxford, mais nous aurions l'Angelica, puisque c'est en 1595 que un bref du pape Clément VIII attribue à Angelo Rocca la faculté de donner sa bibliothèque au couvent des Augustins de Rome, en insistant sur son inaliénabilité absolue. C'est ensuite en 1597, pour la bodléienne, que le diplomate, que vous voilà bien connu, Thomas Baudelaire, pour la première fois explicite son projet de création d'une bibliothèque à l'université d'Oxford, à laquelle il va consacrer sa fortune personnelle, à laquelle il va consacrer aussi cette bibliothèque qui était sa bibliothèque privée, mais à la condition que cette bibliothèque devienne publique, que ce ne soit non seulement la bibliothèque de l'université d'Oxford, mais que ce soit également une institution publique avec une vocation d'ouverture au-delà de la communauté des étudiants et des enseignants des différentes facultés de l'université d'Oxford. Donc 95, 97, et puis pour l'Ambrosienne, qui devient la petite dernière, sur cette base chronologique, là, l'archevêque de Milan, Federico Borromeo, c'est en 1601 qui formule son projet, qui est un projet sur lequel on ne va pas s'arrêter, mais c'est à la fois un projet théologiste et humaniste, de création d'une nouvelle institution culturelle, une bibliothèque qui serait bien sûr un sanctuaire de collection, mais qui aurait vocation aussi à stimuler et à encourager la recherche et les publications dans différents terrains, notamment de la théologie et des humanistica, pour dire très simplement. Voilà. Et il a une formule, Federico Borromeo, qui est assez intéressante, c'est-à-dire son projet de nouvelle institution culturelle de haut niveau, de haute exigence scientifique, culturelle, artistique, etc. C'est, pour le citer, c'est pour un service universel. Voilà, pour un service universel. Alors, voilà, vous devinez ce que nous avons envie d'entendre derrière ce service universel. C'est à la fois la promotion des valeurs humanistes, dont le fondement est l'universalisme. C'est à la fois la volonté de servir à une communauté d'usagers qui est étendue, à tous les hommes et les femmes susceptibles d'en avoir besoin. Et puis c'est aussi pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas oublier que derrière cette vocation universelle se dissimule, entre guillemets, se positionne la gloire de Dieu. Donc, si nous nous arrêtons sur la date de formulation des intentions et des projets, qui sont extrêmement intéressantes à analyser, comme l'a montré Alfredo Serai, eh bien, nous avons la chronologie Angelica à Rome, bodléienne à Oxford et ambrosienne à Milan, et nous n'avons plus la chronologie Baudelaire, ambrosienne, Angelica, qui était celle formulée par Gabriel Naudet. Alors,
Voilà pour cette chronologie sur laquelle je crois qu'il est important de revenir, surtout parce que la chronologie donnée un peu abusivement, si je puis dire, par Gabriel Naudet, elle a été servie, recitée. Hein. Vous savez qu'il y a un certain psittacisme des bibliothécaires qui a assuré la pérennité de cette chronologie. Alors, n'oublions pas que quelques années plus tard, après ce trio de têtes européen, quelques années plus tard, eh bien, il y a une quatrième place qui va être occupée par la bibliothèque, Mazarine, à Paris. Donc après Rome, après Milan, après Oxford, c'est Paris qui se positionne dans cette chronologie de fondation des bibliothèques publiques. Et à l'initiative de la bibliothèque Mazarine figurent deux hommes. Deux hommes, le cardinal Mazarin, qui est le premier et principal ministre du jeune Louis XIV. Hein, c'est un personnage que je crois vous connaissez, hein, ou en tout cas vous avez au moins une vision un peu précise de l'ampleur du rôle politique, diplomatique, artistique qu'il a joué en Europe. Donc, c'est le propriétaire de cette bibliothèque qui va être transformée, hein, qui va passer de grande bibliothèque privée ouverte au public à bibliothèque statutairement publique. Et puis le deuxième acteur, c'est bien évidemment Gabriel Naudet, qui à partir de 1642 est devenu son bibliothécaire personnel. Et cette orientation, ce processus de transformation de l'immense bibliothèque de Mazarin, voilà, je ne reviens pas sur l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est la problématique de la publicité aujourd'hui. Donc, je ne reviens pas sur le contenu de cette bibliothèque, mais gardez à l'esprit, si vous voulez bien, qu'au milieu du XVIIe siècle, il y a deux immenses et prodigieuses bibliothèques en Europe. Il y a la bibliothèque des ducs de Wolfenbüttel, voilà, qu'on vient de voir, qui existe toujours, et il y a la bibliothèque du cardinal ministre Mazarin à Paris. L'une et l'autre ont une volumétrie qui dépasse 50 000 volumes. C'est beaucoup plus que la bibliothèque du roi de France, que la bibliothèque du roi d'Angleterre, c'est beaucoup plus que la bibliothèque pontificale à cette époque, hein, donc la bibliothèque Vaticane. Voilà, ce sont vraiment des volumétries qui sont extrêmement importantes pour l'époque. En tout cas, en ce qui concerne la bibliothèque Mazarine, son évolution vers la publicité procède par étapes. Dans un premier temps, nous avons très simplement une ouverture de fait de cette grande collection privée aux savants et aux lettrés. Et cette ouverture, nous la constatons dès la fin de l'année 1643. Les premières preuves de l'organisation d'une accessibilité aux lettrés et aux savantes datent de la fin de l'année 1643. Et puis, dès 1644, il y a un périodique relativement important en France, qui est la Gazette de France. C'est quasiment une publication officielle, hein, même si elle a été développée par un journaliste individuel, Théophraste Renaudot, qui va faire état de l'ouverture au public, qui va donner les conditions d'accès, qui va préciser les jours d'ouverture et les dates d'ouverture. Donc vous voyez cette citation dans la Gazette de France. Hein, on cite le fait même que l'ouverture au public fonctionne avec une certaine efficacité. Eh bien, cette citation à travers la Gazette de France est déjà une espèce de reconnaissance de la publicité et du caractère ponctuellement public à travers la presse. La deuxième étape, Mazarin, conseillé par Gabriel Naudet, hein, Mazarin qui a lu La Vie pour dresser une bibliothèque, qu'a publié Gabriel Naudet en 1627, et qui l'a lu sans doute avec d'autant plus de facilité que Gabriel Naudet donne une autre édition, une nouvelle édition en 1644. Et en fait, c'est une édition qui n'est absolument pas modifiée. Hein. C'est exactement le texte de 1627 qui est à nouveau republié en 1644. Donc Mazarin confirme son intention de fonder une bibliothèque publique, c'est-à-dire de transformer statutairement sa collection personnelle en bibliothèque publique, quelle que soit la forme juridique que cette intention doit prendre, hein, quelle qu'en soit l'entité qui va assurer, qui va porter et protéger la propriété publique de cette nouvelle institution. Hein. Les premiers témoignages, en tout cas, de cette intention sont exprimés pendant la Fronde
entre 1649 et 1651 dans la correspondance de Mazarin. Ça, c'est des découvertes qu'on a faites il y a pas, enfin voilà, il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Alors bon, ça laisse un peu songeur parce que la Fronde, vous avez entendu parler de ce qu'est la Fronde. Vous savez, dans les c'est un mouvement rébellionnaire, j'hésite à dire révolutionnaire, qui secoue la France et voilà, qui est hostile à la centralisation monarchique, qui est hostile au rôle de Mazarin, et c'est un phénomène rébellionnaire qui est porté aussi bien par des couches populaires et bourgeoises que par les représentants parlementaires de l'aristocratie traditionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que la Fronde, qui se situe entre 1648 et 1652, qui est une révolution ratée, puisqu'après la Fronde, Mazarin revient, Louis XIV revient, eh bien, elle s'inscrit dans une décennie, la décennie 1640, qui est marquée par toute une série de phénomènes rébellionnaires en Europe. Pensez à la révolution du Portugal, à la révolution de Naples, à la révolution d'Irlande par rapport au royaume d'Angleterre. Voilà. Et pensez à la Great Revolution anglaise. Vous savez que on découvre la possibilité d'assassiner des rois. Voilà, le roi d'Angleterre, il laisse sa tête. Je veux dire par là que c'est un moment de grande tension. C'est-à-dire que aussi bien Mazarin que l'entourage royal et que le roi savent qu'à la faveur de ce phénomène rébellionnaire, c'est pas simplement une jacquerie de paysans qu'on va avoir plus ou moins de difficultés à mater, mais la pérennité du système monarchique est en question. On sait désormais qu'il n'est pas exclu que des révolutionnaires, entre guillemets, en plein milieu du XVIIe siècle, viennent à bout du principe monarchique, puisque le roi d'Angleterre y a laissé sa tête. Je veux dire que par là, pardon pour ce détour d'histoire politique, mais Mazarin a très peur. J'allais dire, il a peur pour sa tête. Il s'enfuit à 2 reprises. Il va partir en exil. Il doit fuir le royaume. Donc, sa bibliothèque, du reste, va être confisquée, en partie dispersée. Ne vous inquiétez pas, quand il sera de retour au pouvoir, il va la reconstituer. Mais en tout cas, il y a cette extrême tension. Il y a le risque qu'il pressent non seulement de perdre la vie, mais de voir se disperser cette immense collection de livres et de manuscrits qu'il a constituée à travers le monde, dans laquelle il y a des livres arméniens, chinois, hébreux, arabes, persans, etc. Il ne faut pas oublier cet encyclopédisme volontaire. Eh bien, il voit que non seulement il risque de perdre sa tête, c'est une chose, mais plus grave, son projet risque d'être totalement dispersé. Et c'est ce risque, c'est cette angoisse, c'est cette peur qui le conduit à préciser ses intentions. Voilà, non, c'est le moment, dans sa correspondance avec Gabriel Naudet, il faut absolument que nous trouvions une solution pour transformer cette collection de collection personnelle en collection publique. Voilà, donc on peut se dire, et c'est peut-être l'angoisse du moment qui l'a poussé à cette décision, mais il n'empêche que la réflexion était tout de même à l'œuvre anciennement. Là, voilà, ça c'était la deuxième étape. On formule l'intention et désormais on va y travailler en espérant bien sûr que le calme revienne dans le royaume pour qu'on puisse sauver la chose. La troisième étape, c'est justement la plus importante, c'est la formalisation juridique et administrative de cette intention. On a longtemps cru que la formalisation juridique et administrative, elle ne datait que de 1661, c'est-à-dire que Mazarin avait quand même dû attendre quelques jours avant sa mort en rédigeant son testament pour fixer avec un certain nombre de conseillers le statut de cette nouvelle bibliothèque, savoir comment elle serait gouvernée, comment elle serait administrée, comment sa pérennité serait protégée. Mais là aussi, des découvertes récentes ont montré qu'il a quand même tenté, pendant la Fronde, de mettre en œuvre une solution juridique, qui aurait été de la placer sous la protection du roi. On est tombé sur un acte qui était inconnu, qui montre déjà qu'il y avait eu une tentative de formalisation juridique. J'y reviendrai si nous avons le temps. Voilà. Donc, vous voyez,
j'évoque aussi ce processus de la publicité pour revenir sur le fait que eh bien, les chronologies sont mobiles et révisables dans l'histoire des bibliothèques publiques. Il y a bien sûr la date de l'ouverture au public, mais il y a aussi, et ce sont des dates tout autant, sinon beaucoup plus importantes, la date de formulation de l'intention, et puis voilà, à quel moment l'intention est formulée, à quel moment se met en œuvre la stratégie de cette action politique qui doit aboutir à la fondation d'une bibliothèque publique. Et puis il y a une troisième date qui est importante, c'est la date de la formalisation juridico-administrative. À quel moment on a défini le statut. Et vous voyez que dans l'histoire de la bibliothèque Mazarine, on a longtemps pensé que c'était 1661, mais on sait qu'en 1651, il y a déjà beaucoup de choses qui avaient été faites. Voilà, vous vous souvenez, les faits, les discours et les formes de formation de la bibliothèque publique. Donc voilà les faits. Maintenant, je voudrais m'arrêter un petit peu, je voudrais revenir un petit peu sur le discours pour tout simplement pour attirer votre attention sur le fait que les fondateurs de bibliothèques publiques, en cette fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle, eh bien, aussi bien les fondateurs des bibliothèques publiques que les théoriciens de la publicité des bibliothèques, j'ai cité Gabriel Naudet, mais il y en aurait d'autres, s'efforcent toujours d'avoir une position d'historien, ou du moins de raccrocher leur projet bibliothécaire à des origines historiques, à des références historiques, à un substrat historique qui est un substrat double. Je vois deux types de références, deux types d'allusions historiques. D'abord, il y a ce modèle des anciennes bibliothèques publiques idéales de l'Antiquité romaine que j'évoquais d'entrée de jeu et sur lequel on va revenir, de la République romaine et de l'Empire romain. Et puis il y a un deuxième substrat, c'est un substrat négatif. Il y a des antimodèles. Et les antimodèles, c'est tous les exemples de bibliothèques du Moyen-Âge, de la Renaissance, dont les livres étaient absolument inaccessibles. Donc voilà, on va revenir un peu là-dessus. Donc concernant le premier point, la référence au précédent antique, là pour le coup, voilà, il y a un certain nombre de références qui sont évidentes. Gabriel Naudet, je reviens à lui, mais d'autres auteurs peuvent les citer, font référence certes à quelques bibliothèques grecques, notamment des 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ. La bibliothèque fondée par Pisistrate à Athènes au 6e siècle. Mais il y a aussi, surtout et plus fondamentalement, une référence à ces bibliothèques romaines qu'on connaît mieux. Alors, il y a notamment l'écrivain Pline le Jeune, voilà, que vous connaissez. Pline l'Ancien, c'est le botaniste, le spécialiste d'histoire naturelle, et Pline le Jeune, c'est son fils. C'est un écrivain qui a eu une correspondance extrêmement abondante et qui constitue pour le 1er siècle après Jésus-Christ une documentation absolument fondamentale pour la vie culturelle dans l'Empire romain. Et dans la correspondance, et Pline le Jeune en tout cas donne d'énormes détails, un grand nombre de détails, sur l'existence des bibliothèques publiques, et lui-même va décider d'offrir une bibliothèque publique à sa ville natale de Côme, en Italie, au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, donc en attribuant à la ville une partie de sa fortune et une partie des livres qu'il avait lui-même amassés. Et ce geste d'un particulier qui certes est un écrivain, qui certes a des fonctions de magistrat et d'administrateur, ce geste qui consiste à non pas tant se substituer, mais à épauler le pouvoir public, c'est-à-dire à s'associer, à s'adosser au pouvoir municipal de la ville de Côme pour développer une institution publique, ça renvoie à un mode d'action qui est extrêmement fort dans l'Antiquité grecque et romaine, qu'on appelle l'évergésie.
les evergètes. C'est une forme de mécénat. Hein. C'est une forme de mécénat, mais qui est beaucoup plus officielle que le mécénat par la suite. C'est quasiment une obligation pour les grands personnages fortunés qui ont des charges administratives de prendre sur leurs ressources et sur leur collection une part des charges qui sont des charges publiques. Alors l'évergésie, ça fonctionne merveilleusement dans la Grèce ancienne, au 6e et au 5e siècle, pour armer des navires de guerre. Hein. Un évergète, un grand mécène, il va armer un ou deux vaisseaux qui ensuite vont travailler, vont partir en guerre pour la cité. Et dans le monde romain, on préfère les évergètes et la pratique de cette forme de mécénat qu'on appelle l'évergésie. Je ne sais pas comment le traducteur portugais a traduit, mais je lui fais toute confiance. Dans le monde romain, l'évergésie concerne tout particulièrement le monde culturel et les bibliothèques. Voilà. Il y a d'autres exemples de grandes bibliothèques qui sont fondées dans l'Empire romain sur ce modèle. Il y en a une que j'aime beaucoup, donc je vais vous la citer, d'autant que j'ai réussi il y a quelques mois à prendre moi-même quelques clichés pour compléter ma documentation. Donc c'est une bibliothèque qui est fondée par un philosophe. Alors nous sommes à Athènes, mais Athènes sous l'Empire romain. Hein. Donc un philosophe qui s'appelle Titus Flavius Pantainos. Okay, c'est pas un philosophe très très connu, mais en tout cas avec sa famille, sous le règne de l'empereur Trajan, au 1er siècle après Jésus-Christ, il va laisser à la ville d'Athènes un don absolument prodigieux. Il va faire construire une bibliothèque et il va surtout il va faire construire un bâtiment bibliothécaire et il va laisser dans ce bâtiment un certain nombre de collections, un certain nombre de livres issus de sa bibliothèque personnelle. Et pour ceux qui connaissent Athènes, voilà, donc on voit encore à Athènes, dans la galerie d'exposition du portique d'Attale, un fragment de l'inscription qui comportait le règlement de la bibliothèque, hein, donc une bibliothèque publique. Elle est administrée en se fondant sur un règlement. Et regardez, il y a un fragment de ce règlement, voilà, qui précise notamment les heures d'ouverture et qui précise que c'est pas une bibliothèque de prêt à l'extérieur. Hein, on ne doit pas sortir les volumes. Les archéologues ont repéré son emplacement. Donc c'est ici. Bon, d'accord, c'est pas spectaculaire, mais voilà. En tout cas, vous devinez l'acropole un petit peu plus haut. Hein, voilà. Et puis on devine volontiers. On ne sait rien de l'intérieur de cette bibliothèque, mais on devine volontiers que les livres, donc qui étaient des volumina, des rouleaux de papyrus. Hein, essentiellement une bibliothèque de philosophie et de science. Elle devait être organisée de cette manière. Voilà. Quelques exemples de ce modèle des bibliothèques publiques fondées à Rome et dans l'Empire romain. Alors, qu'en est-il du second thème omniprésent, qui est un thème un peu repoussoir, une référence repoussoire, c'est celle de l'inaccessibilité des textes et des livres. Hein. Les fondateurs des bibliothèques publiques ont toujours plus ou moins conscience à l'esprit la difficulté qu'a posée aux savants, aux gens de lettres, de tout temps, depuis l'Antiquité, l'existence de ces bibliothèques fermées. Et là, de fait, il y a une récurrence depuis l'Antiquité dans la littérature morale et savante des récriminations, des plaintes relatives à la difficulté d'accéder aux livres. C'est vraiment un motif qu'on retrouve assez fréquemment. Et très souvent, cette critique sur les bibliothèques fermées est aussi associée à la critique d'un usage mauvais, d'un usage perverti, d'un usage déviant du livre, c'est-à-dire c'est aussi une critique, en gros, de la bibliomanie, de la bibliophilie excessive, hein, des personnages fortunés qui accumulent des textes, des livres contenant des textes souvent rares, hein, pour
avec une pratique de collectionneur, en visant leur satisfaction personnelle et sans articuler ce désir de collectionneur avec une intention d'ouverture de la collection et une intention d'accessibilité. Alors, voilà, je disais qu'il y a un discours récurrent de critique de ce qu'on appelle la bibliomanie, c'est-à-dire la bibliophilie excessive, la bibliophilie déviante, si je puis dire. C'est un discours critique qui commence au 1er siècle après Jésus-Christ avec l'écrivain Pétrone. Pétrone, vous le connaissez, c'est l'écrivain du Satyricon. Donc voilà, et dans ce roman du Satyricon, là, apparaît une figure de collectionneur de livres, un type très fortuné qui achète des livres pour décorer sa salle à manger. Il ne va jamais les ouvrir, il ne va surtout jamais en donner communication au moindre lecteur et au moindre savant. C'est une littérature, la littérature de critique anti-bibliomaniaque, à laquelle contribue aussi le moraliste Sénèque, et à laquelle contribue aussi un auteur, un moraliste un peu moins connu, mais qui est très intéressant, qui s'appelle Lucien de Samosate, voilà, qui publie un petit traité au IIe siècle après Jésus-Christ. Il écrit en grec un petit traité dont le titre est « Contre un bibliomane ignorant ». Et donc, de toute évidence, quand on parcourt ce texte, il a à l'esprit divers grands personnages qui possèdent des livres, mais qui n'en connaissent pas le contenu et qui n'ont aucune intention d'en donner accès. Alors, voilà, lisez le texte. Il s'adresse à ce bibliomane. Tu peux prêter des livres à l'autre, mais tu n'en saurais faire usage. Et cependant, tu n'en as jamais prêté à qui que ce soit. Tu es comme le chien qui, couché dans l'écurie et ne pouvant manger l'orge, ne permet pas au cheval d'en prendre, lui qui peut en manger. Vous voyez, le chien est couché à côté du repas du cheval, mais il interdit au cheval de manger de l'orge. Et cette rhétorique morale de Lucien de Samosate contre un bibliomane ignorant, c'est vraiment un texte extrêmement savoureux, avec toute une série de formules imagées, voilà, qui démontrent l'absurdité de constituer des collections de livres sans les ouvrir au public. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce discours, vous voyez, Sénèque, Lucien de Samosate, voilà, alimenté par de grands auteurs de l'Antiquité romaine, eh bien, il va ressurgir à la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge. On va redécouvrir ces textes-là, et puis d'autres auteurs de la Renaissance, comme Pétrarque, par exemple, voilà, plusieurs humanistes vont aussi l'alimenter avec de nouveaux traités, de nouveaux exemples. Alors, il y a une citation que je vais vous donner, que j'aime beaucoup. Elle est un peu cachée, elle est un peu dissimulée. On la trouve dans la préface d'un livre imprimé à Rome en 1460. C'est dû à un humaniste qui s'appelle Giovanni Andrea Bussi, voilà, qui n'est pas forcément très connu, mais en fait il est connu par le monde, par les historiens du livre du XVe siècle, parce que c'est vraiment un des promoteurs des éditions classiques en Italie, à Rome et à Subiaco. Et il écrit: je crois que la grande abondance de livres est tout à fait inutile pour un homme qui aime plus le papier que le savoir. Quel avantage y a-t-il à avoir de si nombreux volumes, à les vêtir de pourpre, à les orner de perles, à les faire enluminer, à les épousseter, à les conserver seulement pour les montrer, mais en les tenant fermés, comme s'ils étaient enterrés. Et il utilise le mot sepulti, le livre enterré. Et là, c'est un motif intéressant, on ne va pas développer, mais qui est très présent dans la rhétorique anti-bibliomaniaque. Les bibliothèques sont des sépultures. Les bibliothèques des collectionneurs sont des sépultures. On enferme les livres dans des caveaux. Et donc, finalement, on décrète la mort de ces livres-là. Donc, cette notion de sépulture, elle est très, très intéressante. Voilà. Alors, ce discours, on va le retrouver bien évidemment chez Gabriel Naudet au XVIIe siècle. On le retrouve aussi chez Jean de la Bruyère. Vous connaissez peut-être ce moraliste français du XVIIe siècle, qui a publié des caractères, ce qu'il appelle des caractères, à partir de 1688. Donc, il prend différents types humains de la société, l'amateur de musique, l'amateur de vêtements,
voilà, différents types sociaux, et il fait figurer notamment à partir de la 6e édition des Caractères en 1691 un bibliomane, un bibliophile ignorant. Mais il y a aussi d'autres collectionneurs, il y a les amateurs de tulipes, les amateurs de pierres précieuses, etc. Et on va atteindre enfin une espèce de point d'orgue au milieu du XVIIIe siècle avec l'encyclopédie Diderot d'Alembert, qui contient, alors c'est intéressant parce que l'encyclopédie Diderot d'Alembert, elle contient un plaidoyer pour les bibliothèques publiques, vraiment, à plusieurs reprises, et notamment dans l'article bibliothèque. Pardon, vous connaissez tous l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, c'est un texte qui vous est connu, cette immense publication en 28 volumes, qui commence à partir de l'année 1751. Je voudrais juste, si vous m'y autorisez, faire un petit peu de publicité. Depuis quelques années, depuis 2017, il existe une édition électronique en accès ouvert de l'intégralité de l'encyclopédie Diderot d'Alembert. C'est l'encre, l'édition numérique, collaborative et critique de l'encyclopédie Diderot d'Alembert. Donc non seulement vous avez en haute définition la numérisation de l'exemplaire le plus intéressant de l'encyclopédie Diderot d'Alembert, le plus intéressant parce qu'il est toujours entre les mains de l'institution qui en a fait l'acquisition, volume après volume, à partir de 1751. En plus, c'est un exemple de premier tirage de la première édition. Et non seulement il y a une numérisation du texte, mais il y a ensuite une édition électronique en texte intégral, et les articles ont fait l'objet d'une édition critique. Voilà, on a rassemblé des chercheurs en astronomie, aujourd'hui, et des historiens de l'astronomie pour faire une édition critique des articles consacrés à la Lune, au Soleil, etc., etc. Et voilà, donc c'est une vaste édition critique de l'encyclopédie Diderot d'Alembert. Comme c'est une source qu'on est susceptible d'utiliser pour une très grande diversité de sujets historiques ou philologiques, voilà, j'attire votre attention sur cet objet-là. Et il se trouve que le monde du livre, le monde de l'édition, le monde des bibliothèques est très représenté dans l'encyclopédie Diderot d'Alembert par un certain nombre d'articles très intéressants. Donc aussi bien, je reviens à mon propos, des articles qui plaident pour la création des bibliothèques publiques, et également des articles un peu repoussoirs, qui insistent sur le caractère négatif de la bibliophilie fermée et des livres et des bibliothèques qu'on n'ouvre pas. Et vous avez notamment un article extrêmement intéressant, c'est l'article bibliotaphe, bibliotaphoi. Qu'est-ce que c'est qu'un bibliotaphe? C'est celui qui enterre des livres. Donc c'est un croque-mort, voilà, qui prend des livres, qui les met dans un cercueil et qui enterre le cercueil. C'est-à-dire, c'est un bibliophile non généreux. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez aussi, voilà, bon, l'encyclopédie Diderot d'Alembert. Je vous ai mis un petit extrait de l'article Bibliomanie. Et là, vous voyez, alors que l'article, il n'est pas signé, mais il est attribuable avec des tas de signes d'évidence d'Alembert, mais vous voyez, l'amour des livres n'est estimable que dans deux cas. Un, lorsqu'on sait les estimer, ce qu'ils valent, qu'on les lit en philosophe pour profiter de ce qu'il peut y avoir de bon et rire de ce qu'ils contiennent de mauvais, l'esprit critique. Deux, lorsqu'on les possède pour les autres autant que pour soi et qu'on leur en fait part avec plaisir et sans réserve. Voilà, ces deux principes, et vous devinez que le deuxième principe, eh bien, c'est un des socles de ce désir de bibliothèque, de ce désir des bibliothèques publiques. Donc là, les encyclopédistes empruntent vraiment aux humanistes cette valorisation, cette vision de la circulation des livres comme un espace ouvert, où les livres, où les objets matériels porteurs de textes circulent, où la critique s'exerce. Et derrière ce discours récurrent donc, des encyclopédistes, en fait, on entrevoit aussi une réalité, c'est-à-dire leur impatience. L'impatience qui a été celle de Rousseau, qui a été celle de d'Alembert, qui a été celle de Diderot, qui a été celle de Jaucourt, et de tous ces écrivains, dramaturges, philosophes, astronomes, etc., qui travaillaient dans différentes disciplines, et qui, les uns et les autres, se sont forcément heurtés à un moment ou à un autre de leur vie de chercheur, de leur vie d'intellectuel, à la difficulté d'accéder à tel ou tel livre, et qui ont été confrontés à l'échec
à leur échec, à leur impossibilité d'entrer dans telle ou telle bibliothèque. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Derrière ce discours, il y a la réalité de la vie de ces encyclopédistes, voilà, qui ne disposaient pas d'un réseau de bibliothèques universitaires aussi performant que celui de Sao Paulo, par exemple. Alors, j'en viens, mais je vais accélérer un petit peu. J'en viens à mon dernier point, c'est celui des formes de la publicité. Vous vous souvenez, les faits, les discours, les formes. Je voulais vous proposer de concentrer mon attention sur la bibliothèque Mazarine, mais je vais essayer d'être très rapide. Voilà, donc Mazarin et son bibliothécaire, Gabriel Naudet. Voilà, très rapidement, la forme juridique d'abord. Il y a principalement deux modèles sur le plan juridique, deux formes d'expression juridique qui était proposé à Gabriel Naudet et à Mazarin pour fonder une bibliothèque publique, pour organiser juridiquement la fondation, c'est-à-dire la transformation de cette collection privée en bibliothèque statutairement publique. Il y avait soit un transfert de propriété, c'est-à-dire un legs, à une institution qu'on aurait chargée d'exercer la mission de publicité, où il y avait une autre formule qui était la succession encadrée. C'est-à-dire on transmet de manière un peu successorale la collection, mais en formulant un certain nombre d'obligations sur lesquelles il sera impossible de revenir à l'avenir. La première solution, un transfert de propriété, bon, c'était la solution la plus évidente. La deuxième, qu'on voit assez souvent, on confie à un monastère ou à un collège existant une bibliothèque ou une collection en fixant un certain nombre de conditions. La deuxième solution, la succession encadrée, elle existe aussi, alors je ne vais pas revenir dans le détail, mais c'est ce que les juristes appellent une succession fidéicommissaire. C'est ce que Richelieu, par exemple, le Premier ministre de Louis XIII, avait essayé de faire avec sa bibliothèque, mais ça n'a pas marché du tout. L'idée, c'était vraiment de la transmettre à son héritier, son petit-neveu, et donc à travers, au-delà de son petit-neveu, à tous les héritiers successifs du titre de duc de Richelieu, mais en leur fixant un certain nombre d'obligations, et parmi cette obligation, il y avait ne soustraire aucun livre à la bibliothèque et surtout l'ouvrir au public, et l'exercice de ces obligations devait être contrôlé par quelqu'un, par une institution. Il avait fait en sorte que ce contrôle devait être exercé par la Sorbonne, c'est-à-dire la faculté de théologie de Paris. Vous voyez, transfert de propriété, succession encadrée ou succession fidéicommissaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire du droit, mais en tout cas, c'est les deux solutions dont la France et d'autres pays européens, notamment l'Italie, donnaient des exemples au début du XVIIe siècle. Et en fait, ce qui est intéressant avec Mazarin, c'est qu'il va se plier ni à un modèle, ni à l'autre. Il va carrément inventer une troisième voie. Il va vouloir finalement ne pas se séparer de sa bibliothèque, même à travers sa mort. Donc, pour ne pas se séparer de sa bibliothèque, il faut inventer une institution ex nihilo qui aura pour vocation de perpétuer l'autorité, entre guillemets, de Mazarin et d'assurer la propriété de la bibliothèque. Donc l'acte de fondation qu'il rédige, c'est la partie du testament, consiste à créer de toutes pièces un nouveau corps, un nouvel organisme qui doit recueillir la bibliothèque et mettre en œuvre le projet de bibliothèque publique. Donc créer un nouvel établissement, si vous voulez.
Et c'est difficile de créer un établissement bibliothécaire qui ne soit que bibliothèque, et la solution, c'est de créer un établissement d'enseignement. Donc il crée un collège, le collège Mazarin ou collège des Quatre Nations. En fait, il invente une bibliothèque Learning Center, je crée le Learning Center, et parmi la vocation du Learning Center, il y aura la bibliothèque, la conservation, l'expansion de la bibliothèque. Donc vous voyez, je suis Mazarin, je meurs, je crée le collège Mazarin, le collège Mazarin va perpétuer à travers les âges non seulement l'identité, la renommée, etc., mais aussi la faculté de propriété, désormais publique, de la bibliothèque. C'est cette solution juridique. C'est cette solution, juridique qu'il a mise en œuvre. J'espère que le voyage du micro ne vous a pas privé de quelques précisions juridiques. Voilà, très rapidement, puisqu'on parlait de la forme, il y a d'autres points à retenir. Je les passe très rapidement. D'ailleurs, le premier, c'est l'orientation vers une ouverture sans réserve. Et là, je renvoie au principe de Gabriel Naudet. On va les voir réalisés dans la création de la bibliothèque Mazarine. Deuxième point, c'est le choix d'une architecture orientée par et pour la publicité. Là, je fais un peu d'histoire de l'architecture. Il faut bien avoir à l'esprit que les bibliothèques, aussi bien dans les monastères que les bibliothèques palatiales, depuis le Moyen-Âge, 16e, 17e siècle, sont très souvent des galeries qui sont enclavées à l'intérieur du bâtiment. Il faut vraiment rentrer dans le bâtiment, traverser un cloître, des cours pour accéder à la bibliothèque. Et très consciemment, Gabriel Naudet et Mazarin décident de faire le contraire. Ils décident d'externaliser sur le plan architectonique la bibliothèque. On ne va pas créer la bibliothèque dans le palais Mazarin, on va créer un bras le long de la rue, ouvert sur l'extérieur, pour permettre l'accessibilité de la bibliothèque directement depuis l'espace public, directement depuis la rue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer aux visiteurs, aux chercheurs, au public, aux étudiants, il ne faut pas les soumettre à la logistique du contrôle de l'entrée dans le palais. Ce qui explique que la bibliothèque personnelle de Mazarin, elle était ici, enclavée dans le palais, et la bibliothèque qu'il crée, cette nouvelle bibliothèque qui a vocation à lui survivre, elle est là, le long de la rue de Richelieu. Voilà. Pour ceux qui connaissent Paris, j'attire votre attention sur ce que vous voyez là, c'est le palais Mazarin au XVIIe siècle, et aujourd'hui, c'est pas la bibliothèque Mazarine, aujourd'hui, c'est le site historique de la Bibliothèque nationale de France. Donc voilà, le palais Mazarin, grâce à Colbert, etc., au fin XVIIe, XVIIIe siècle, deviendra le site historique de la Bibliothèque nationale. Donc une architecture orientée par la publicité, avec une porte directement ouverte depuis la ville. On a vraiment une porte avec une inscription qui permet aux usagers d'entrer directement. Je n'ai pas le temps de me... l'inscription, on la connaît. L'inscription épigraphique sur pierre, elle a disparu, mais Gabriel Naudet l'a fait imprimer. Donc là, c'est le facsimilé typographique de l'inscription telle qu'elle figurait, telle qu'elle avait été gravée pour figurer au-dessus de la porte. Certes, c'est du latin qui met en avant Louis XIV, Anne d'Autriche, Mazarin, mais si vous lisez bien le texte, ce texte dit bien que la bibliothèque, elle est ouverte au public et elle invite à tous les passants à y entrer et à la fréquenter. Donc une inscription dans l'espace public. Et puis il y a un dernier élément qui m'intéresse aussi et que je trouve intéressant. Pardon, c'est ma dernière image et je m'arrêterai là. C'est celui de la taille de la collection. Il y a une espèce de retournement rhétorique. Rappelez-vous ce que nous disions à propos du discours anti-bibliomaniaque, c'est-à-dire que, au fond, au-delà d'un certain nombre de volumes, ça devient indécent. Une bibliothèque de plusieurs milliers de volumes est susceptible de faire taxer son propriétaire, non pas seulement de bibliophilie, mais de bibliomanie. Et on voit très bien dans la pensée de Gabriel Naudet et du cardinal Mazarin, qui sont à la tête d'une des deux plus grandes bibliothèques de l'Europe occidentale, plus de 50 000 volumes,
qui ont vu aussi que pendant la Fronde, la taille de la bibliothèque, elle avait été constatée. On disait c'est obscène, 50 000 volumes, c'est absurde, ça veut dire 50 000 volumes. Il a piqué des livres à travers le monde entier, c'est des livres qu'il ne pourra jamais lire. Enfin, il y a une espèce d'indécence de cette volumétrie. Voilà, là pour le coup, c'est un élément rhétorique qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, mais qui est très réel au XVIIe siècle. La seule manière de rendre cette excessive volumétrie positive, c'est justement d'opérer cette transformation. Ça n'est plus une bibliothèque privée, personnelle, qui serait éventuellement ouverte au public, mais c'est une bibliothèque publique. Et donc, la volumétrie excessive, le perpétuel développement, l'expansion sans borne, devient non seulement possible, moralement possible, quand la bibliothèque est publique, mais ça devient surtout une nécessité et un principe moteur. Donc Mazarin a trouvé finalement le moyen d'aller au bout de ce projet fabuleux qui était le sien, c'est-à-dire de rassembler tous les textes du monde. Et en se disant, voilà, la seule manière de le faire, c'est de me transformer en propriétaire virtuel, public, mais d'une collection qui serait ouverte à tous. Voilà. Donc quelques exemples qui sont effectivement liés à la bibliothèque Mazarine, mais je me permets de vous rappeler que c'est la plus ancienne bibliothèque publique de France, qu'elle prend la 4e place dans cette chronologie européenne après la bibliothèque d'Oxford, l'Ambrosienne et l'Angelica, et que donc à ce titre-là, se pencher sur les formes de la publicité de la bibliothèque Mazarine permet aussi de comprendre une dynamique qui concerne ces autres établissements. Voilà, merci de votre attention. Muito obrigada. Merci beaucoup pour votre très, très brillante présentation, pour les problématiques majeures que vous avez pu soulever, les distinctions entre une bibliothèque ouverte au public et une bibliothèque vraiment publique, c'est-à-dire ce sont des concepts, des notions essentielles pour penser à des structures d'offres d'information versus des institutions qui structurent la société. Et il me semble que c'est là un saut en matière de compréhension et de paramètres pour qu'on puisse discuter à propos du sens des bibliothèques publiques, non seulement dans le passé, mais dans l'actualité même. Ce sont des leçons du passé pour le présent, pour notre réflexion. Et donc, je commence par vous remercier et j'aimerais consulter la coordination de notre journée par rapport au temps dont nous disposons et la possibilité d'ouvrir aux questions des personnes présentes parmi nous et lesquelles personnes sans doute ont plein de questions à soumettre. OK. Donc, on vient de me préciser que nous avons encore une bonne dizaine, quinzaine de minutes pour que vous puissiez vous exprimer. Et donc, à présent, je souhaite vous entendre. Soyez à l'aise pour faire vos commentaires. Oui? Par contre, pensez à parler sur le microphone pour la traduction. L'utilisation par le public, est-ce que c'était gratuit, qu'il s'agisse et de l'Antiquité et du Moyen Âge, voire même dans les bibliothèques citées? Et puis, une deuxième question, très rapidement, est la suivante. Après la fondation, qui détenait ces établissements sur le plan financier? Du coup, si c'était public, c'était à l'État de le maintenir, cet établissement, ou est-ce que des partenariats étaient nécessaires? Des partenariats entre l'État et une entité, une structure, justement en vue de l'entretien de la bibliothèque. Merci beaucoup. Oui, merci pour ces questions. Concernant les lecteurs, les usagers, nous n'avons
pas de, aussi bien dans l'Antiquité hein, qu'au cours du Moyen-Âge, à la Renaissance et à l'âge moderne, nous n'avons pas trace dans les règlements de droits d'inscription, hein, de frais d'inscription. En revanche, il y a des processus d'inscription, hein, c'est-à-dire en tout cas, voilà, on a quelques témoignages hein, de l'identification hein, et de la conservation archivistique de la mémoire des usagers de ces bibliothèques. Hein. Mais en tout cas, la tarification de l'usage de la bibliothèque hein, comme un service payant, je ne connais pas d'exemple pour l'Europe antique et de l'âge moderne. Alors ensuite, il y a la question de la survie. Hein. On fonde une bibliothèque publique et comment assurer sa vitalité financière, donc à l'avenir, comment payer le bibliothécaire, comment payer l'entretien des structures bâtimentaires, comment permettre l'accroissement des collections. Eh bien, force est de constater que dans le cas des 4 exemples que nous avons cités, et les 4 exemples chers à Gabriel Naudet, la Bodléienne, l'Ambrosienne, l'Angelica et la Mazarine, eh ben, ça a merveilleusement bien fonctionné parce que ces bibliothèques existent encore aujourd'hui. Hein. Bon, je ne vais pas revenir dans le détail. L'une d'elles est plutôt en difficulté financière, ce n'est pas la Mazarine, mais les autres se portent plutôt bien. Hein. Alors, cela dit, il y a eu une évolution de part et d'autre de la Révolution française dans le cas de la bibliothèque Mazarine. Alors, d'abord, la bibliothèque Mazarine, comme elle est déjà publique, elle n'est pas du tout inquiétée par la Révolution française. Hein, non. Bien au contraire, elle en profite. Hein, ses collections se voient enrichies par toutes les confiscations effectuées dans les bibliothèques aristocratiques et dans les bibliothèques conventuelles. Et ensuite, elle passe directement dans le domaine de l'administration publique. Hein, voilà, elle va dépendre de ministères successifs. Aujourd'hui, elle dépend de l'Institut de France, mais en tout cas, elle rejoint un territoire qui est un territoire public. Auparavant, il y a effectivement une espèce de montage partenarial qui est assez proche de ce que vous supposiez. Il ne faut pas oublier que Mazarin laisse une fortune colossale. En France, c'est la plus importante fortune. Et puis Mazarin, il s'occupe d'assurer la survivance de sa bibliothèque. Il ne s'occupe pas d'assurer la survivance de ses immenses collections de peintures, de pierres précieuses et de mobilier. Donc il a vraiment focalisé ses intentions sur la bibliothèque. Et puis la bibliothèque, elle va continuer d'être administré par une institution qui, sur le plan public, est la perpétuation de sa personne. C'est ce collège Mazarin qu'on appelle aussi collège des 4 nations, qui va être financé à la fois en profitant de subsides qui viennent de son administration, hein, parce qu'il profite aussi d'un patrimoine immobilier. Il y a des maisons dans le quartier qui sont louées, il y a des revenus sur des bâtiments, il y avait des rentes que possédait Mazarin qu'il attribue au collège. Et puis, en termes de ressources humaines, si je puis dire, le personnel du collège et le personnel des bibliothèques est financé par la Sorbonne, puisque c'est un établissement d'enseignement et que tous les établissements d'enseignement dits supérieurs à Paris, sous l'Ancien Régime, sont placés sous la tutelle ou sous la supervision de la Sorbonne. Donc il y a ce montage qui assure un fonctionnement sans difficulté jusqu'à la Révolution française. Et pour avoir dépouillé à la fois dans les archives de la bibliothèque Mazarine, mais aussi aux archives nationales à Paris, l'ensemble des archives comptables du collège Mazarin, je peux vous dire que voilà, certaines années, la bibliothèque ne connaît pas d'accroissement formidable, mais en tout cas, le principe de son fonctionnement n'est pas remis en cause. On entretient les espaces, les volumes. Voilà, il n'y a pas de fragilité financière. Bom, muito obrigada por... Merci beaucoup pour ce deuxième cours magnifique. J'aimerais savoir, à l'heure actuelle, quel est le statut de la bibliothèque de Mazarin? Il existe 2
bibliothèques adossées, l'une de l'Institut français, l'autre de la bibliothèque Mazarine. C'est donc une bibliothèque publique gérée par l'État. Quel est son statut précis et à quand remontent les derniers changements pour qu'elle soit à l'heure actuelle une bibliothèque publique? Une deuxième question, vous avez beaucoup parlé sur le volet architectural, mais en lien avec la situation par rapport à la rue, son emplacement. Mais qu'en est-il du décor? Est-ce qu'on a des données en archive sur cette décoration interne? Est-ce que Mazarin s'en est occupé personnellement? Était-ce son bibliothécaire? C'est vrai que c'est une très belle bibliothèque. Merci beaucoup. Oui, merci Marisa. Alors, pour vous éclairer sur le positionnement administratif actuel et sur la gouvernance de la bibliothèque Mazarine, je dois vous dire que globalement, il y a deux périmètres administratifs des bibliothèques en France. Il y a les bibliothèques qui sont rattachées au ministère de la Culture, ce sont les bibliothèques de lecture publique. Alors, et la Bibliothèque nationale de France, bibliothèque de lecture publique, c'est-à-dire les bibliothèques municipales, les médiathèques. Je crois que le concept de lecture publique est pertinent dans votre langue, vous comprenez de quoi il s'agit. Et puis il y a un autre univers, c'est les bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce sont non seulement les bibliothèques universitaires, mais aussi un grand nombre de grandes bibliothèques spécialisées, souvent anciennes, avec un patrimoine extrêmement important et des collections anciennes très importantes. Et il y a dans cette typologie-là la bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle, vous devinez quelles sont ses spécialités. Il y a la bibliothèque de l'Observatoire de Paris, l'astronomie, vous devinez. Et puis il y a la bibliothèque Mazarine et la bibliothèque de l'Institut de France, donc qui sont des bibliothèques qui sont positionnées du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui ne dépendent donc pas du ministère de la Culture, mais du ministère de l'enseignement supérieur, comme les autres, comme les bibliothèques universitaires. Voilà, ça c'est la situation actuelle. Mais il est vrai que la bibliothèque Mazarine et la bibliothèque de l'Institut ont eu, depuis le début du XIXe siècle, une histoire pas forcément linéaire. La bibliothèque Mazarine, vous le savez, elle existe dans le palais qui est le sien, c'est-à-dire dans ce qui était le collège Mazarin, pardon, c'est ici, depuis le XVIIe siècle. Après la Révolution, le collège est supprimé, mais la bibliothèque est maintenue. Donc tous les locaux du collège deviennent vides. C'est dommage, parce que c'est un merveilleux palais construit par Levau. C'est le seul palais baroque, au sens romain du terme, à Paris. Il n'y en a pas d'autre. Il y a un palais baroque romain-italien à Paris, c'est ce palais-là. Les bâtiments sont vides. Je raccourcis. Qu'est-ce qu'on fait? Napoléon décide, voilà, il y a 5 académies. Il y a l'Académie française, il y a l'Académie des sciences, il y a l'Académie des inscriptions et belles-lettres, etc. Il y a ces 5 académies. Ces 5 académies, je vais les placer sous la tutelle de l'Institut de France et on va les installer dans ce palais. Donc début 19e siècle, il y a la Mazarine, les 5 académies et l'Institut de France, et puis les 5 académies et l'Institut de France viennent avec leur propre bibliothèque, d'accord, qui est la réunion des collections anciennes des différentes académies. Donc depuis le 19e siècle, coexistent dans ce palais la bibliothèque Mazarine, qui est toujours publique, et la bibliothèque des académies, qui est moins publique, qui est plus difficilement ouverte au public. Voilà, deux existences séparées, parallèles. En 1945, je vais très très rapidement, parce que entre les deux guerres, dans les années 1920-1930, la bibliothèque Mazarine est rattachée à un organisme qui n'a pas du tout marché, mais l'idée était géniale. On appelait ça la Réunion des bibliothèques de Paris. La Réunion des bibliothèques nationales de Paris. Il y avait la bibliothèque Sainte-Geneviève, la bibliothèque de l'Arsenal, la Bibliothèque nationale de France et la Mazarine. Je trouvais que c'était un organisme super, mais ils ont pas. Voilà, ça a été plutôt difficile. En tout cas, 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, on décide de raccrocher la bibliothèque Mazarine à l'Institut de France. Donc, elle est placée sous la tutelle de l'Institut de France, c'est-à-dire l'institution qui chapeaute les cinq académies, d'accord? Mais il n'empêche que, à partir de ce moment-là, la bibliothèque de l'Institut et la bibliothèque Mazarine continuent à avoir une existence séparée jusqu'à assez récemment, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 2 ans, il y a 3 ans, la décision a été prise de rassembler plusieurs bibliothèques
de l'Institut, rattaché à la gouvernance de l'Institut de France sous une direction unique. Ce qui explique qu'aujourd'hui, je dirige la bibliothèque Mazarine, la bibliothèque de l'Institut et la bibliothèque Thiers. Alors, s'il y a des 19e-istes, des passionnés par l'histoire politique française et européenne au 19e siècle, vous connaissez peut-être la bibliothèque Thiers, qui est localisée ailleurs dans Paris. Voilà, pardon, pour ce bref exposé sur le statut qui vous dit quelques mots de la gouvernance. Alors oui, Marisa posait la question, évoquait l'architecture, on a parlé de l'architecture, et il y a un décor aussi qui est assez formidable. Voilà, la bibliothèque Mazarine, vous en voyez la grande galerie aujourd'hui, et vous voyez justement que c'est une bibliothèque-galerie, une bibliothèque ouverte, et cette organisation et ce décor datent pour l'essentiel de la décennie 1640. On sait aujourd'hui que Mazarin a voulu une bibliothèque-galerie, donc une bibliothèque dont l'espace n'est pas segmenté, une bibliothèque dans laquelle les livres ne sont pas conservés. Ne sont pas conservés au milieu des espaces, comme ici, vous voyez, aussi bien à Florence qu'à Leiden. Les livres, ils ne sont pas conservés sur les murs, ils sont conservés sur des lutrins qui servent à la fois de mobilier de conservation et de mobilier de consultation. Ça, c'est l'organisation médiévale, Renaissance, typique des bibliothèques. En fait, à la bibliothèque Mazarine, on fait le choix, au contraire, de repousser les livres à la périphérie de l'espace, de libérer l'espace intérieur. Donc ça, c'est désormais un espace public, c'est une galerie dans laquelle les lecteurs vont pouvoir rentrer, circuler, visiter, s'asseoir, consulter, etc. C'est non seulement une galerie, mais regardez, le décor intérieur est constitué d'un régime de grandes colonnes. Vous voyez ces grandes colonnes, c'est des colonnes boisées. Des colonnes à l'intérieur des bâtiments, c'est plutôt rare, sauf dans les établissements de type basilical, soit les établissements religieux, les sanctuaires, mais soit les basiliques au sens romain du terme, qui sont des établissements de vocation publique. Et voilà, un plan basilical, c'est pour accueillir un sénat, une curie, etc. Donc ça renvoie à le régime de la colonne et aussi une manifestation de la publicité de la bibliothèque. Alors, je veux simplement vous prévenir la question suivante. Je vous ai dit tout à l'heure, le site historique de la bibliothèque Mazarine, dans laquelle a été construite cette grande bibliothèque-galerie, c'est aujourd'hui le site de la Bibliothèque nationale. Et ça n'est plus le site de la bibliothèque Mazarine. Et pourtant, je vous montre une image de la bibliothèque Mazarine, dans laquelle il y a ce décor-là. Et bien, tout simplement, que quand le collège, les bâtiments du collège ont été construits, quelques années après la mort de Mazarin, lorsque la construction a suffisamment avancé, eh bien, on a déménagé les collections, c'est-à-dire les collections de la bibliothèque de Mazarin, les livres, les manuscrits, ont été transférés dans le nouveau bâtiment, mais non seulement les livres, mais la totalité du mobilier et de la structure organisationnelle de la bibliothèque. C'est-à-dire toutes ces boiseries, toutes ces ferronneries qui sont ici, que vous voyez à l'écran, ont été démantelées de la grande galerie du Palais Richelieu sur la rive droite pour être installées ici, à l'intérieur de cette nouvelle galerie. Et donc vous devinez que l'architecte de ce palais, qui est Louis Levaux, alors Louis Levaux, il est un peu connu, c'est Vaux-le-Vicomte, c'est Versailles, c'est pas un petit architecte. Mais Louis Levaux a dû concevoir un espace dont les dimensions étaient assez conformes à l'espace initial, puisqu'il fallait repositionner la totalité des colonnes, des tablettes, etc. Voilà, pour vous expliquer ce déménagement. Et ce déménagement qui a eu lieu en 1668, donc il faut garder à l'esprit que déjà en 1668, une immense collection a traversé la Seine pour changer d'implantation. C'est ce qui va se passer, toujours pour rester à Paris, quelques siècles plus tard, à la fin du XXe siècle, lorsque la Bibliothèque nationale va décider de créer un nouveau site, enfin le président Mitterrand va décider de créer pour la Bibliothèque nationale un nouveau site. Il y a le site historique, c'est l'ancien palais de Mazarin, mais il y a désormais le site de Tolbiac, que vous connaissez peut-être, la bibliothèque François Mitterrand, avec ses 4 grandes tours qui est édifiée dans le courant de la décennie 1990. Voilà, donc il y a eu dans l'histoire 2 grands déménagements de bibliothèques de la rive droite à la rive gauche en France. Sim. Por favor, o microfone.
S'il vous plaît, le microphone pour que la question puisse être posée. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bravo, je suis très heureux d'être ici. Ça a été une conférence brillante, formidable. J'ai beaucoup appris et je voulais anticiper parce que ma question dévoile peut-être mon ignorance en la matière, mais je ne suis pas bibliothécaire ni historien. Je travaille dans le design. Et ce qui m'intéresse, du coup, c'est la production du livre. Et du coup, je me suis posé la question suivante. Quel serait le lien entre les bibliothèques publiques et les ateliers d'impression? Est-ce qu'il y avait un dialogue? Les bibliothèques publiques achetaient-elles des ouvrages auprès de collectionneurs ou ils faisaient des commandes auprès de ces ateliers d'impression? Du coup, je me suis posé cette question-là. Y avait-il un dialogue direct entre ces deux groupes? Merci beaucoup. Oui, oui. Alors, merci pour cette question. Voilà, non, c'est une question tout à fait précise. C'est pas du tout une question, voilà, ignorante, hein. On n'a pas besoin d'être bibliothécaire pour s'intéresser à l'histoire des bibliothèques. Oui. Alors, pour simplifier à très grands traits, les deux usages, c'est-à-dire l'acquisition de livres sur le marché, hein, soit auprès des imprimeurs et des éditeurs, soit auprès de libraires, est une réalité, hein, dans les bibliothèques depuis le XVe siècle. Voilà, et j'allais dire jusqu'à aujourd'hui. Et puis par ailleurs, les bibliothèques ont la capacité de recevoir des dons, soit de recevoir des dons de collections privées, soit de négocier avec des collectionneurs privés l'achat de collections entières. Donc les deux processus existent. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est quelque chose qui a été, c'est un sujet qui a été abordé par plusieurs chercheurs et notamment un très grand historien du livre français qui s'appelle Frédéric Barbier et qui, hélas, est décédé au début de l'été. Voilà. Et Frédéric a notamment travaillé sur la pénétration des livres imprimés, les premiers livres imprimés dans les bibliothèques, hein, particulièrement dans la France du Nord et en Allemagne. Et on voit qu'un certain nombre de bibliothèques, notamment de bibliothèques conventuelles et de bibliothèques de collèges, intègrent, à côté de collections qui sont fondamentalement manuscrites, intègrent ces livres d'un genre nouveau, hein, qu'on imprime depuis Gutenberg, hein, depuis les années 1450, en faisant l'acquisition sur le marché. Donc oui, on achète. D'ailleurs, on fait l'histoire des bibliothèques aussi en interrogeant les archives des bibliothèques, et il y a des archives comptables, et on voit très bien comment les choses sont acquises. J'ai évoqué l'encyclopédie Diderot d'Alembert. Il y a des achats systématiques, hein. Il y a le volume, on achète le volume 1, l'année suivante le volume 2, le volume 3. Bon, pardon, je vous ai menti, le volume 1, on ne l'achète pas parce qu'il est soumis pour inspection par la faculté de théologie de Paris pour des raisons de censure, et les autres volumes, ils vont être achetés, hein. Et on a des archives qui documentent, on connaît le prix, on connaît le fournisseur, voilà. Donc il y a un marché, de librairie dans lequel, qui assure la circulation du livre imprimé et sa marchandisation depuis le XVe siècle au profit d'un certain nombre de clients, et parmi ces clients, il y a les bibliothèques. Muito bem. Então, bien. nós estamos caminhando aqui para o nosso. Nous avançons donc vers la clôture de notre rencontre. Une fois de plus, je tenais à remercier vivement votre travail, votre parcours sur les bibliothèques qui enrichit beaucoup nos connaissances et surtout nos possibilités d'échange culturel. Merci beaucoup, Yann Sordé. Soyez le bienvenu, n'hésitez pas à revenir, et nous remercions aussi les organisateurs, les coordinateurs de notre rencontre. Je souhaite inviter la professeure Marisa pour l'allocution de clôture de notre rencontre. Merci beaucoup Yvette, merci beaucoup Yann, merci à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes
le mardi. Nous avons donc bouclé une journée brillante grâce au brillantisme d'Yann, une journée de notre rencontre franco-uspienne. Vous pouvez consulter le programme sur le site. Il y a d'autres invités qui participeront. Et à 17 heures précisément, nous serons donc à la librairie João Alexandre Barbosa de l'édition de la USP, précisément pour le lancement de l'ouvrage de Yann. C'est pourquoi nous nous inquiétons par rapport à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques engagements d'ici 17 heures, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'était super. Je suis très contente avec votre présence ici. Sachez que c'est tout un combat de pouvoir préparer une conférence comme ça. Merci à toutes et à tous.